Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc effectivement, et ça a été évoqué jusqu'ici, le contexte de la pandémie a eu un impact considérable sur notre organisation, et sur l'organisation de l'INSEE, de la statistique publique en France, comme pour tous les instituts nationaux de statistiques. Et je dirais que l'impact et donc derrière les défis à relever se jouaient à trois niveaux différents. Il y a d'abord un impact sur l'organisation de l'Institut, de la statistique publique, euh, parce que finalement, il nous faut assurer une certaine continuité de fonctionnement. Et là, c'est un impact, je dirais, interne sur notre activité. Deuxième type d'impact, les productions spécifiques qui ont été à réaliser. Évidemment, ça nous interroge sur finalement quels sont les éléments d'information les plus importants pour nourrir le débat public. Et donc, on a réalisé toute une série de productions nouvelles qui n'existaient pas jusque-là. Et puis, troisième point, mais on verra qu'il est lié au deuxième, c'est la question des nouvelles sources d'information. C'est-à-dire que finalement, cette situation difficile nous a obligés à nous réinventer et à se dire, au fait, est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres sources de données que les méthodes traditionnelles, finalement, consistant à faire des enquêtes. Alors, sur le premier point, je ne veux pas être trop long sur le premier point, mais bien évidemment, pendant la période de confinement, on a été intégralement en télétravail, le comité de direction était en audioconférence. Surtout, le point, c'était une organisation sur le plan informatique. C'est-à-dire la très grande majorité des agents de l'INSEE avaient des portables, et donc on a pu quand même réellement fonctionner en télétravail. Maintenant, ça a obligé quand même à suspendre les enquêtes en face à face, en tout cas pendant toute une période. On ne pouvait évidemment pas imaginer que les enquêteurs aillent voir les personnes enquêtées directement. Ça nous a conduit à une utilisation accrue d'enquêtes par téléphone, même dans des situations où on considérait que le téléphone n'était pas le mode de collecte le plus approprié. On a, dans le cas d'enquête auprès des entreprises, un certain nombre d'enquêtes qui se faisaient par web, et donc ça a pu se poursuivre naturellement. Et puis par ailleurs, sur ces questions d'organisation de la production, il faut souligner que le directeur général, dès mi-mars, a alerté sur le risque d'une qualité dégradée des statistiques. C'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire que derrière l'idée de statistique publique, il y a une idée de transparence. Et quand on est dans des périodes où, pour en l'occurrence de bonnes raisons, on a une problématique de qualité, c'est important de le dire et de dire sur quel point est-ce qu'on a éventuellement des points de faiblesse ou de moindre qualité par rapport à ce qui se fait habituellement. Ensuite, deuxième sujet, mais n'hésitez pas à me couper. Deuxième sujet, la question des productions spécifiques. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à cette situation extraordinaire, complètement inédite, inattendue, nous oblige à nous poser des questions sur ce qui est utile donc, au débat public. Alors, l'INSEE, par rapport à d'autres instituts de statistiques, est un peu particulier. C'est le EE de l'INSEE, c'est études économiques, et dans cette dimension-là, il y a la production de notes de conjoncture 4 fois par an, de manière à, je dirais, prévoir les agrégats de comptes nationaux. Et en théorie, on produit des notes de conjoncture 4 fois par an. Et par exemple, on devait en produire une le 24 mars. Donc, le principe a été de remplacer ces notes de conjoncture par des points qui étaient bimensuels. Parce qu'on voyait bien que pendant cette période-là, la responsabilité de la statistique publique était de fournir rapidement de l'information aux décideurs pour mesurer finalement l'impact de la crise que l'on vivait, notamment en matière de PIB et de consommation, mais aussi le moral des ménages, un ensemble d'aspects. Donc ça nous a conduit à mettre en place ce qu'on a appelé de terme barbare de nowcasting, parce que c'est comme le terme consacré, mais enfin pas un terme français, où tous les 15 jours, le principe a été de mesurer la chute d'activité. Alors on avait le précédent
intéressant de 2008-2009. Puisqu'en 2008-2009, on était en période de crise. Il y a toute une série de différences, hein, la crise de bien plus grande ampleur maintenant. Mais la différence majeure aussi avec cette autre période, c'est qu'on n'avait pas à l'époque un problème de remontée d'informations. On pouvait continuer les enquêtes normalement. Donc on avait constaté effectivement une chute d'activité, mais là on a dû s'adapter. Et donc le choix a été fait je dirais, de se concentrer sur la mesure du choc vraiment en profondeur, donc en se centrant sur le PIB et la consommation des ménages, avec je dirais, des photos instantanées. Et donc, évidemment, on l'a détaillé par secteur, en déterminant l'écart par rapport à une situation normale, en se posant des questions sur l'impact sur l'épargne forcée, donc sur le moral des ménages également. Et donc, je parlais tout à l'heure de production spécifique et d'éléments de méthode. Pour faire tout ça, dans la mesure où on ne pouvait pas s'appuyer sur nos enquêtes traditionnelles, parce que bien évidemment, on a constaté des chutes de taux de réponse, au-delà des enquêtes en face à face, des chutes de taux de réponse significatifs, on a décidé de procéder autrement et donc d'utiliser d'autres sources. Alors, quelles sont les autres sources? Typiquement, le groupement carte bancaire et les enseignes de grande distribution pour tout ce qui est transactions haute fréquence. Mais ça a été, pour d'autres sujets sur lesquels je reviendrai, des données de téléphonie mobile, des données sur les transports, des données de consommation électrique. Donc, quand je parle de transport, donc les données de fret et de trafic de voyageurs. Donc, on a essayé de varier considérablement les sources d'information en disant bien, parce que la dimension communication est importante là-dedans, attention, là, on expérimente ces nouvelles sources, on ne peut pas avoir les mêmes exigences en termes de calcul de précision que celles qu'on a habituellement en statistique publique. Donc ça, dans notre mode de fonctionnement, ça a été tout à fait nouveau. Et je dois dire que le contexte de crise a aidé pour pouvoir négocier avec les opérateurs de téléphonie mobile, enfin négocier avec les groupements de cartes bancaires, négocier le fait d'avoir l'information gratuitement pendant une période. Bon, on constate que si on en discute 6 mois après, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pendant la période de crise, on a finalement eu accès à des informations qu'on espérait avoir depuis des années et qu'on a eu finalement ça s'est fait à grande ampleur. Donc, ça a été extrêmement utile pour produire finalement ces nouvelles informations. Et on s'est aperçu, finalement, en comparant les différentes sources d'informations, en voyant ce qui se passait à l'étranger également, qu'on avait des analyses qui nous paraissaient tout à fait cohérentes. Donc alors justement, permettez-moi de vous couper, parce que aussi ça c'est un point qui sera un point de discussion pour le débat. Et moi, c'est curieux, en tant qu'homme de médias, je pose la question. On ne fait pas les enquêtes de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans et on n'a pas les mêmes outils qu'il y a 20 ans. Et notamment, vous parlez finalement d'indicateurs qui viennent d'infos exhaustives. Donc, on n'est pas sur la base d'échantillonnage, puisque vous pouvez avoir des extractions finalement de tendances de consommation à travers les utilisations de cartes bancaires, à travers les utilisations en termes de téléphonie mobile. Aujourd'hui, on a le big data, on a les réseaux sociaux, etc. Et on peut se demander, est-ce que ça peut être des sources fiables de statistiques officielles? Est-ce qu'on va vers ça aujourd'hui? Est-ce que la statistique, au-delà des échantillonnages qui posent les questions de représentativité, bon, c'est bien entendu aujourd'hui cadré, même si le grand public a du mal à le comprendre, hein, les marges d'erreur, les intervalles de confiance, interroger 600 000 personnes pour être représentatif de 60 millions, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à intégrer ça encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va vers ces nouveaux modes de recueil d'informations? Alors, ces nouveaux modes de recueil d'informations, je vous répondrai oui et non. Oui, au sens où ça va être réellement utile, ça l'est, mais je dirais plus à titre de complément, c'est-à-dire que vous avez prononcé le mot exhaustivité. Et dans les faits, malheureusement, ça n'est pas si simple. On n'a pas l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'on a une masse très importante d'informations. Et par exemple, si on parle de téléphonie mobile, on va être sur un opérateur donné. On va avoir des problèmes de clarification de concept avec l'opérateur. On s'aperçoit qu'il y a un énorme travail à effectuer là-dessus.
On utilise, j'ai oublié de le mentionner, mais on l'utilisait avant cette crise, on avait commencé début 2020, les données de caisse pour dans les enseignes de grande distribution, mais par exemple, ça ne concerne que les enseignes de grande distribution. Donc, si on prend n'importe laquelle de ces sources d'information, d'une part, on a la masse, mais sans avoir l'exhaustivité. D'autre part, on a des problèmes de comparabilité, de concepts, et le statisticien a besoin de rigueur. Il ne faut jamais oublier que la naissance du principe d'échantillonnage et son utilisation dans les enquêtes, etc., naît de l'enquête de l'élection présidentielle américaine de 1932, dans laquelle il y a eu un institut qui s'appelait Gallup et qui a commencé à travailler sur échantillons. Sur un petit échantillon, alors que habituellement on prévoyait à partir d'une base beaucoup plus importante, qui était les lecteurs du Reader's Digest à l'époque. Et donc finalement on a prévu l'élection de Franklin Roosevelt à l'époque grâce à finalement un système d'échantillonnage. On avait beaucoup moins de personnes. Je ferme la parenthèse pour répondre à ce que vous dites. Mais donc en gros, oui, c'est de toute façon intéressant d'aller vers ces sources, mais non, ce n'est pas du tout la panacée et ce n'est pas réellement l'exhaustivité.